Bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant passer à la première table ronde qui est intitulée « L'entreprise à mission, quelle réalité ?» Alors, je vous donne rapidement le mode d'emploi. Nous allons avoir 3 intervenants pendant 7 minutes chacun, puis 3 discutants qui vont exprimer leurs réactions et leurs réflexions à l'issue des premiers propos. Il y aura ensuite un temps de débat entre nos 3 premiers intervenants. Et puis, vous aurez la parole, vous, public. Vous avez la possibilité de poser des questions sur la fonction question qui est sur vos écrans. Et nous inviterons enfin nos 3 intervenants à avoir un mot de la fin en fonction de ce qui se sera échangé. Alors, mon rôle est ingrat, je suis gardienne des horloges, donc je pourrais peut-être parfois faire un rappel à l'ordre de manière sympathique et bienveillante. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur si c'est nécessaire. Voilà, je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet et d'écouter dans un premier temps Jean-Dominique Senard. Bonjour monsieur. Vous êtes président du conseil d'administration de Renault et à l'Assemblée générale des actionnaires, il y a quelques jours, vous avez présenté la raison d'être de Renault. Donc on présente souvent la raison d'être comme la première marche un peu vers l'entreprise à mission. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, vous êtes doublement bien placé pour démarrer cette table ronde. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Nicole Notat d'un rapport intitulé « L'entreprise, objet d'intérêt collectif », qui a fortement inspiré la loi Pacte sur les questions de réseau d'être et d'entreprise à mission. Et puis, plus récemment, vous êtes co-auteur également d'un rapport avec Yves Perrier, le patron d'Amundi, sur le thème du capitalisme responsable, une chance pour l'Europe. Donc, vous avez déjà amplement travaillé sur ces 2 notions qui sont mises en avant ce matin. Et je serais intéressée de savoir quel lien vous faites entre les deux. C'est à vous pour 5 minutes. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voulais vous remercier de cette opportunité, de cette invitation. Parce qu'en effet, je dois me réjouir de la possibilité d'évoquer dans un cadre pareil des sujets qui me tiennent à cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques petites années, ce type de conférence n'était même pas imaginé. Et il faut se rendre compte de la vitesse avec laquelle le concept que nous venons d'évoquer, le capitalisme responsable, l'entreprise à mission, est en train de percer et d'évoluer en Europe. Et je m'en réjouis parce que depuis très longtemps, je crois que l'Europe est vraiment le socle pour faire prospérer ce concept de capitalisme responsable, vous l'avez dit tout à l'heure, et que nous pouvons enfin trouver là un ciment entre les peuples européens qui existe, qui est latent et qui sera probablement un des plus sûrs fondements de l'unité européenne dans l'avenir. Au-delà de toutes les politiques européennes que l'on peut mener, celle-ci, la création au fond, cette acceptation culturelle d'un capitalisme responsable est probablement le plus fort ciment qui nous réunira dans l'avenir. Donc je m'en réjouis profondément. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui nous nous retrouvons à discuter à la fois de capitalisme responsable et d'entreprise à mission. La réalité, c'est que les deux sont totalement liés. Je voudrais simplement l'exprimer en quelques mots. Je crois qu'il n'est pas utile de revenir sur le moment important du capitalisme responsable et la raison pour laquelle il est urgent de l'imposer en quelque sorte naturellement en Europe. On a tout dit là-dessus, la question de la méfiance vis-à-vis du capitalisme qui a créé depuis quelques dizaines d'années, c'est venu lentement mais sûrement, cette espèce de tension sociale qui fait que finalement une grande partie de la population en Europe se sent écartée de la notion économique et sociale. On a le sentiment que finalement ils ne vivent pas sur le même destin que d'autres qui auraient plus ou moins profité d'une mondialisation pas très bien acceptée. Il y a eu tout cela, il y a eu la révolution numérique qui a créé des craintes supplémentaires, il y a des problèmes également, je dirais, d'inquiétude sur les mouvements migratoires en Europe, tous ces sujets qui ont créé de l'ambiance, j'allais dire, négative. Et au bout du bout, cette méfiance vis-à-vis de l'entreprise avec un grand E, parce que avec la naissance depuis les années 70 du capitalisme anglo-saxon qui est devenu dominant, avec la naissance depuis quelques années d'un capitalisme d'État, pour ne pas dire capitalisme chinois, mais qui prend la forme en quelque sorte d'un capitalisme extrêmement agressif au service d'institutions non démocratiques, il y a cette espèce d'inquiétude que l'Europe finalement se retrouve au milieu, en quelque sorte, je dirais, non pas broyé parce que le mot est excessif, mais en quelque sorte cerné par des systèmes culturels qui ne sont pas le sien et qui menacent de dissoudre le ciment
dont je parlais tout à l'heure. Alors, le capitalisme responsable, on en parle maintenant comme quelque chose de presque évident. Il l'était déjà il y a des dizaines d'années. Je crois que dans le traité de Rome, des gens plus savants que moi ici sauront le dire, je dirais l'économie sociale de marché en était en réalité la base. Et nous ne faisons ici que recréer quelques dizaines d'années après ce qui était le fondement même du départ du point de l'Union européenne. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. Ça prouve bien que culturellement, le sujet était là. Il ne demandait qu'à vivre. Et puis, je dirais que ce capitalisme responsable, c'est vraiment l'affirmation que notre économie doit bien entendu générer des entreprises qui doivent faire du profit. Ne nous y trompons pas. Il est clair que la survie du système économique, qui finalement est probablement un des plus naturels du monde, c'est que les entreprises soient prospères, parce que c'est une question de survie à long terme. Je crois qu'il n'y a pas de débat sur cette question-là. Mais, et c'est ça qui est important, c'est que les entreprises ne sont pas là que pour cela. Et vous l'avez dit encore tout à l'heure, et j'en suis absolument convaincu depuis longtemps, nos entreprises soient générer du profit, mais aussi prendre en compte et considérer l'impact social et environnemental de leur activité, car c'est cela qui fera la différence, et c'est cela qui nous distingue du reste et des autres capitalismes qui sont nés autour de nous. Et je dirais que là, le lien, et je vais aller directement au point que vous évoquez, là que tout tourne autour du rôle de l'entreprise. Et voyez-vous, ça, nous pouvons en parler avec passion, parce que l'entreprise est en fait, dans mon esprit, au fond, une entité politique. Et je ne confonds pas les termes ici. Quand je dis une entité politique, c'est parce que l'entreprise est au cœur de nos systèmes économiques et sociaux et politiques. Au fond, lorsque je parle de capitalisme responsable, de capitalisme de partie prenante, de capitalisme de raison d'être, je veux dire que nous sommes là, entreprise, totalement responsabilisée par rapport à ce qui peut se passer dans l'avenir, et que l'entreprise est au fond l'acteur majeur qui fera que ce ciment européen dont je parle existera. Et lorsque vous arrivez à évoquer la question d'entreprise à mission, vous êtes en quelque sorte au point d'aboutissement de ce que je veux dire lorsque je parle d'une entreprise politique. Politique parce qu'elle va s'occuper de son environnement, politique parce qu'elle va s'occuper de son écosystème, politique parce qu'elle ne peut pas vivre seule. Je ne confonds pas avec le monde politique qui, lui, tient sa légitimité, bien entendu, de la démocratie et de l'élection, mais je veux dire le politique au sens de la cité. Et là, nous sommes au cœur. Et je pense que l'entreprise à mission que nous avions évoquée dans ce rapport avec Nicole Notat, que vous aviez gentiment évoqué là, était en quelque sorte un espèce de point d'aboutissement, un peu l'objet parfait, qui démontre que à partir du moment où une entreprise a une vraie raison d'être, et ce terme est important parce qu'on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, c'est quand même la clé de voûte de tout ce que j'évoque ici, à partir du moment où elle a une raison d'être et qui va, elle, être la colonne vertébrale, en quelque sorte, de sa stratégie et de sa vie, eh bien, au bout du bout, elle va pouvoir affirmer une mission, affirmer une volonté de faire un certain nombre d'actes qui sont en quelque sorte au cœur de son existence, de son ADN, comme on dit aujourd'hui. Elle va pouvoir l'affirmer vis-à-vis de l'extérieur, et elle va pouvoir l'opposer à des tiers, et devenir en quelque sorte une entreprise à mission, c'est-à-dire terriblement engagée. Et je crois qu'à ce moment-là, lorsque ce concept d'entreprise à mission aura été diffusé largement en Europe, eh bien, nous aurons alors une communauté qui pourra effectivement dire que le capitalisme responsable est véritablement implanté et générera cette confiance dont nous avons tant besoin aujourd'hui. En d'autres termes, il faut que nous dépassions ce stade où les mots nationalisme, populisme, protectionnisme, qui sont devenus des mots courants de la vie quotidienne parce que nous vivons cela en permanence, et ce n'est pas fini. Il faut que ces concepts-là disparaissent parce que l'entreprise aura pris le dessus, parce que ce capitalisme de la raison d'être sera en quelque sorte devenu dominant, et parce que l'Europe aura su imposer entre, je dirais, ces différents grands blocs mondiaux, une culture particulière, une culture singulière qui fera notre unité et l'unité des peuples. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots pour ne pas être trop long. Il y a une logique absolue entre le capitalisme responsable et l'entreprise à mission. L'entreprise à mission étant en quelque sorte le point d'aboutissement de tout ce raisonnement que j'ai tenu et qui devait en quelque sorte, et qui va, parce que je suis extraordinairement optimiste de ce côté-là, qui va maintenant dominer dans les années qui viennent. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Dominique Senard. Merci de nous avoir rappelé que les entreprises évoluent dans un système culturel et politique et qu'elles ont ce rôle d'entité politique et de rétablissement de la confiance. Merci beaucoup. Nous allons continuer les réflexions avec à présent Madame Claire Vaison. Bonjour Madame. Vous êtes directrice générale adjointe et secrétaire générale d'Engie. Engie qui a adopté une raison d'être et l'a fait inscrire dans ses statuts en février 2020. Alors, vous allez nous en parler. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie concrètement d'adopter une raison d'être et puis de la décliner dans la vie de l'entreprise? Quelles sont les obligations qui en découlent ou pas? Voilà un cas très concret avec le cas d'Engie. Je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci, bonjour, bonjour à tous. Et d'abord, très très heureuse d'être là ce matin, à la fois dans l'Institut Jacques Delors et puis avec deux intervenants qui sont, je crois, avec qui je partage la conviction que l'entreprise peut et doit être responsable. Complètement en phase, je crois, les uns avec les autres, sur le fait que l'entreprise est un acteur de la cité et un acteur absolument essentiel. Je crois, j'ajoute à titre personnel que, ayant servi l'intérêt général pendant 25 ans, ça n'est pas par hasard que je suis allée dans une entreprise, et chez Engie en particulier, qui est une entreprise qui fait vivre ses valeurs et qui fait vivre cet alignement entre la performance économique d'une part et des intérêts qui dépassent l'intérêt au sens très étroit de cette performance économique. Voilà. Donc, quelques mots sur Engie, effectivement, et sur sa raison d'être, pour dire qu'effectivement, Engie a décidé de se doter d'une raison d'être qui a été donc inscrite dans les statuts à l'Assemblée générale des actionnaires de mai 2020. Cette raison d'être, qu'est-ce qu'elle dit? Elle rappelle d'abord ce que fait Engie. Elle dit que notre métier, c'est d'agir pour accélérer la transition énergétique en offrant à la fois des solutions plus sobres en carbone et respectueuse de l'environnement. C'est le premier point. Cette raison d'être, elle dit aussi que c'est un élément fédérateur pour l'entreprise et l'ensemble de ses parties prenantes. La raison d'être d'Engie rassemble l'entreprise au sens large, ses salariés, ses actionnaires, c'est l'ensemble de ses parties prenantes et ses clients en particulier, ses fournisseurs aussi. Et puis, cette raison d'être, elle contient le principe clé auquel je faisais référence, le principe qui est celui de concilier la performance économique avec un impact positif sur les personnes et sur la planète. Donc c'est une raison d'être qui a été construite à la fois pour donner du sens à l'action de l'entreprise. Ça n'est pas une stratégie, ça donne le sens de l'action de l'entreprise, et c'est une raison d'être qui a été construite par ailleurs en associant évidemment en interne les salariés de l'entreprise pour en faire une co-construction. Alors, cette raison d'être, elle est inscrite dans les statuts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est opposable. Ça veut dire que c'est la responsabilité du conseil d'administration, de la direction générale d'en tenir compte dans leur action quotidienne. J'ajoute, pour une entreprise du secteur énergétique, comme Engie, que évidemment, la compatibilité du business model, et Carlos Moedas y faisait allusion, avec la transition énergétique et la nécessité de réduire notre empreinte carbone, elle est sous le regard très, très exigeant, très permanent de nos investisseurs. Donc cette opposabilité, ce n'est pas seulement une opposabilité juridique, c'est aussi une opposabilité qui, au quotidien, nous est rappelée à très juste titre par nos investisseurs. Alors, c'est une raison d'être qui doit être évidemment une raison d'agir, ça n'est pas simplement une inscription dans des statuts. Quelques mots sur ce sujet pour dire que nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Entre 2015 et maintenant, la réduction des gaz à effet de serre liée à la production d'électricité, ça a été plus qu'une division par 2. Et nous visons à nouveau une division par 2 d'ici 2030. Nous avons donc des engagements carbone forts que nous allons continuer à compléter dans les semaines qui viennent. Nous avons des engagements sociaux également, j'en mentionnerai quelques-uns, un objectif de mixité, donc 50% de femmes managers à horizon 2030 et un objectif pour le conseil d'administration, 40% à horizon 2025. Des objectifs d'inclusion de l'ensemble des populations, en particulier des jeunes. En France, Engie a un objectif de taux d'apprentissage de 10%, c'est 2 fois plus que le minimum légal. Et puis j'ajoute que cette raison d'être,
nous a évidemment particulièrement guidés aussi pendant la crise du Covid, avec un certain nombre d'actions que nous avons prises, auxquelles j'étais attachée, en particulier l'extension de la protection sociale que nous avons accélérée pour l'ensemble des salariés du groupe, pour nous assurer qu'ils étaient bien couverts face à cette terrible épidémie. Alors, ce sont des actions quelque part qui sont des actions citoyennes, j'allais dire, mais pas seulement. Et quelques mots sur ce sujet. D'abord, pour vous dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui s'engage dans une démarche comme Engie, c'est une entreprise qui devient beaucoup plus attractive. Je le résume parfois en disant que quand Engie a divisé par 2 ses émissions de gaz à effet de serre, nous avons vu le nombre de CV adressés à l'entreprise être multiplié par 3. Et une entreprise attractive, c'est une entreprise qui sert sa performance. À la fin du jour, et on en parlait tout à l'heure, une entreprise tient évidemment sur ses techniques, mais aussi sur ses hommes, sur ses femmes, qui la font vivre au quotidien, et être capable d'attirer les meilleurs et de les garder. On a chez Engie une fierté d'appartenance qui est très, très élevée. C'est quelque chose qui est clé pour la performance de l'entreprise. J'ajoute, et je le disais tout à l'heure, que réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est vital pour une entreprise, et participer à cette réduction, c'est vital pour une entreprise du secteur énergétique. C'est une condition nécessaire, indispensable pour que le business model soit soutenable. Et j'ajoute sur ce point que pour la première fois, et j'ai vu ceci avec grand intérêt, pour la première fois, les capitaux privés sont en train de commencer à discriminer ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Il s'est passé quelque chose. Quand on regarde les masses de capitaux qui sont investis dans des activités RSE, on voit un décollage depuis quelques trimestres. On le voit aux États-Unis, on le voit en Europe. Il s'est passé il y a quelques semaines quelque chose qui est tout à fait intéressant. Le 16 mars dernier, l'agence France Trésor, qui émet la dette française, a pour la première fois émis une obligation verte pour laquelle les investisseurs ont accepté de payer plus cher qu'une obligation de même maturité qui n'était pas verte. C'était la première fois que ça se produisait. Il se trouve que dans ma vie antérieure au ministère des Finances, on avait commencé à émettre des obligations vertes, mais pendant des années, les investisseurs ne payaient pas plus, quelque part, étaient contents d'avoir une obligation verte, mais n'étaient pas prêts à payer plus. Eh bien, désormais, ils sont prêts à payer plus, et je trouve qu'on est dans un mouvement très positif dans lequel les investisseurs sont en train de voter, sont en train de se manifester avec leurs capitaux et d'aller vers les activités qui sont les activités soutenables. Voilà. Et puis, donc, dernier point aussi, pour se rappeler, je vous disais que Engie a des objectifs de mixité, se rappeler collectivement que quand une entreprise se dote d'une entreprise de mixité, ça n'est pas seulement pour servir un objectif social, sociétal, c'est aussi parce que toutes les études montrent qu'une entreprise dont l'encadrement est plus divers sont des entreprises qui réussissent mieux. Voilà. Donc, ces 3 éléments, l'attractivité, la performance accrue quand on est mixte, le business model soutenable, sont 3 éléments sur lesquels je veux terminer pour dire que j'ai la conviction, et je trouve que nous le montrons au quotidien, que la performance économique n'est pas du tout antagonique avec le respect de l'environnement, le respect des personnes, bien au contraire. Les 3 sont absolument alignés et quelque part, on est, me semble-t-il, au cœur du modèle de l'entreprise responsable. On concilie performance économique, impact positif sur les personnes et sur la planète, et ces objectifs se servent mutuellement. Merci beaucoup Claire Vaison. On a bien entendu que la raison d'être était aussi une raison d'agir et que ça suscitait, ça impliquait une multitude d'engagements très variés. Et puis on a entendu aussi que le mouvement de bascule est engagé et qu'il va sans doute s'accélérer. Alors j'aimerais maintenant donner la parole à une voix qui porte la voix des salariés. Laurent Berger, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes connu en France pour être à la tête de la CFDT et vous êtes aussi président de la Confédération européenne des syndicats. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision sur la manière dont on peut développer un capitalisme à l'européenne qui soit résilient et responsable? Et est-ce que, d'après vous, l'entreprise à mission est un modèle qui peut être généralisé? Bonjour, donc, et merci de l'invitation. Je suis extrêmement ravi, moi aussi, d'être avec Jean-Dominique et Claire dans ce panel.
Peut-être un élément sur le contexte. Les attentes dans cette période, en matière de transition écologique, de lutte contre le changement climatique et de justice sociale, sont de plus en plus prégnantes. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où, sans doute, il y a une compréhension plus forte par rapport à d'autres périodes que cette pandémie, elle a mis en exergue des inégalités, des fragilités économiques, sociales, et un besoin finalement de se repenser un peu. C'était déjà un mouvement largement engagé. Le rapport Nota-Sénart en était un exemple. Dans les nombres d'entreprises, il y avait un mouvement qui était engagé depuis un moment. Mais je pense que ça renforce finalement la nécessité de réfléchir autrement et une prise de conscience d'un caractère interdépendant extrêmement fort entre les enjeux économiques, les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. Et je le dis ici parce que dans la façon dont on va relancer, ça va être extrêmement déterminant d'avoir ça en tête en permanence. Et le rôle de l'Europe, pour aller tout de suite là-dessus, et je reviendrai sur l'entreprise à mission, va être central. D'abord, une Europe qui, on ne le dit pas assez dans cette période, était à la croisée des chemins en mars 2020 et a plutôt pris le bon chemin. Est-ce qu'elle l'a pris suffisamment vite? Est-ce qu'on est allé suffisamment loin sur le chemin? Ça se discute. Mais en termes de mesures d'urgence, en termes de relance, même si tout ça est malheureusement un peu lent, en termes de processus de sécurité pour les salariés, il y a eu des avancées dans le cadre européen, il faut le dire, quoi. Et je le dis d'autant plus que sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il y a du côté européen, du côté de Bruxelles, de nombreux processus pour modifier les règles du jeu autour de la responsabilité des entreprises. Et on en a un peu une méconnaissance, trop souvent. Ces processus, elles sont autour de l'ambition de mesurer l'impact de l'activité des entreprises et leur contribution aux objectifs du développement durable. Et ça, c'est extrêmement important en matière de finances durables. La taxonomie verte, la taxonomie sociale est en train d'avancer, en tout cas y compris notamment dans le débat public, de gouvernance d'entreprise durable et de devoir de vigilance. On a une directive en préparation, ça fera un des enjeux du sommet de Porto et des mois qui suivront ce sommet à partir de la semaine prochaine. Et puis d'informations extra-financières qui, depuis peu, je crois que c'est le 21 avril, est appelé au niveau européen un reporting de durabilité des entreprises. C'est fondamental. Et donc, moi, je le dis comme Européen, évidemment convaincu, l'Europe participe de ce mouvement et l'Europe peut amplifier ce mouvement. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que l'entreprise a un rôle à jouer en matière de transformation, des transformations qui sont devant nous. Transformation écologique, transformation numérique, transformation du modèle de capitalisme. Et c'est le niveau pertinent. La question maintenant, c'est comment on s'y prend. Et c'est, pour reprendre le terme de la table ronde, c'est est-ce que l'entreprise à mission, finalement, y concourt et peut être généralisée et à quelles conditions? D'abord, il faut s'en réjouir. Il faut se réjouir que, suite au rapport Sénart-Nota et à la loi Pacte qui a été votée ensuite, on a pris en considération pour toutes les sociétés des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. C'est extrêmement important. C'est l'article 1833 qui nous avait fait faire des tribunes aux uns et aux autres en disant il faut le faire, etc. Il y a la raison d'être. La raison d'être, moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Claire Végan, pardon. C'est comme le fronton, c'est comme les valeurs républicaines. Si on les laisse au fronton de nos mairies sans essayer de les faire vivre en acte, ça ne sert à rien. Eh bien, la raison d'être d'une entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire que si c'est pour faire du raison d'être washing, pour montrer que ça ne servira à rien. Donc, je crois qu'il faut être sérieux dans ce processus et l'intégrer sérieusement. Je prends l'exemple d'Engie. Je sors d'une rencontre ministère de l'économie sur un autre sujet. Eh bien, nos représentants d'Engie m'avaient demandé d'être reçus au ministère de l'économie pour porter cette vision de la raison d'être. Et quand on a quelque chose de partagé et que les représentants du personnel, des salariés ont à ce point envie de porter cette idée, c'est que quelque chose a marché. S'ils sont en dehors du processus, ça ne marche pas. Et donc, une entreprise ne se déclare pas responsable toute seule. Une direction d'entreprise ne se déclare pas responsable toute seule. Ça ne fonctionne pas. On a parlé des parties prenantes. Et donc, je crois qu'elle doit être intégrée dans un processus de dialogue avec les représentants des salariés, les représentants du travail dans une entreprise qui, de mon point de vue, vous le savez, ne sont pas une partie prenante comme les autres. Ils sont une partie constituante de l'entreprise, au même titre que le capital en est une. Et donc, ça doit être discuté avec eux. Et donc, je
Je pense que la société à mission, c'est un modèle extrêmement intéressant que nous avons soutenu pour différentes raisons. Ça doit être inscrit aussi dans les statuts d'entreprise, ça sécurise une mission, des objectifs sociaux et environnementaux. Il faut qu'il y ait un organisme tiers indépendant qui regarde, c'est le comité des parties prenantes qui peut exister dans un certain nombre d'entreprises, mais qui vérifie un certain nombre d'objectifs, et puis que ce soit ouvert aux salariés dans leur suivi. Mais après, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que parce que la question, c'est est-ce que ça se généralise? D'abord, il faut se dire, pour l'instant, il y a un nombre restreint d'entreprises. Et c'est important, moi, je suis de ceux qui pensons qu'il faut davantage mettre en avant les bons résultats et les bonnes réussites et les bonnes pratiques. Donc, c'est important de les mettre en exergue. Mais il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, on a un nombre restreint d'entreprises qui encore se sont inscrits là-dedans. Il y a une seule entreprise cotée qui l'a fait. Ça n'a pas été sans aléa derrière quand même. Alors, il y a sans doute d'autres raisons à Danone que simplement ce sujet-là, mais on voit bien que ça n'a pas été une assurance de s'ancrer sur des objectifs autres que simplement la question de la rentabilité et du profit, même si je partage l'idée qu'une entreprise, c'est aussi son objectif et son rôle. Mais voilà, ça n'a pas encore diffusé dans les entreprises cotées. On a un sujet sur le comité de mission qui est un nouvel organe de gouvernance. Ça ne doit pas se substituer aux instances de représentation du personnel, y compris aux instances de gouvernance de l'entreprise dans lesquelles les organisations, les représentants des salariés, doivent être davantage présents. Et puis, voilà. Donc, il y a des questions. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas intéressant. Mais si on veut progresser, il faut se dire ce qui manque. Et donc, moi, je crois que c'est un modèle à pousser. Sans ambiguïté. Par contre, la question qui est posée, y compris par le titre de cette table ronde, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça suffirait à responsabiliser les acteurs, à garantir la prise en compte du temps long, à faire vivre la transition écologique et la justice sociale? Est-ce que ça suffirait finalement à faire que le capitalisme soit plus responsable pour être... Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Jean-Dominique sur c'est une entité sociale. Moi, j'ai envie de dire, c'est une entité politique. Moi, j'ai envie de dire, l'entreprise, c'est aussi une forme de propriété sociale, au sens très large du social. Est-ce que ça suffirait à ça? Eh bien, non. Ça veut dire que ça doit se conjuguer avec d'autres exigences. Et c'est ça que je crois, si on veut responsabiliser le capitalisme, c'est la place des travailleurs dans les choix qui les concernent. Et donc la participation, un dialogue social beaucoup plus nourri que ce qui existe aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises en matière aussi de gouvernance. On l'a dit, ça a été aussi une des avancées du rapport en question. La société à mission n'épure pas le sujet, ne clôt pas le sujet de la répartition de la valeur au sein de l'entreprise. C'est pourtant clé dans ce qu'on veut construire en termes de capitalisme responsable. Donc, il y a aussi ce sujet-là à intégrer. Et puis, je crois que si on veut aller vers un capitalisme responsable, il y a aussi le fait de changer notre façon de compter et de réformer les normes comptables et de comptabiliser le travail et l'environnement et ne plus seulement mesurer la performance financière, c'est-à-dire les indicateurs de performance doivent aussi évoluer si on veut mesurer la performance. Donc, vous avez compris mon propos, c'est un soutien plein et entier aux sociétés à mission, l'envie que ça se développe au maximum, mais ne pas considérer de la même manière qu'un dialogue social sincère dans l'entreprise n'est pas la réponse à tous les défis qui sont posés en termes de responsabilisation de l'entreprise, de la même manière que d'avoir un bon partage de la valeur n'est pas une réponse suffisante. Je crois qu'on a une forme de prisme d'objectifs à poursuivre et on a un bateau un peu pilote avec cette société à mission pour construire un capitalisme responsable. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Et qu'on voit les choses, y compris au niveau européen. Ce n'est pas facile de faire rentrer une notion française dans les débats européens, y compris syndicalement, notamment, on le voit aujourd'hui sur le devoir de vigilance, ce n'est pas toujours simple dans les débats entre nous, et sur la question de la société à mission, mais l'objectif qui est de dire qu'une entreprise a d'autres missions que simplement la rentabilité, c'est le point par lequel il faut rentrer et ensuite construire les solutions adaptées entreprise par entreprise. L'élément positif, et je finirai là-dessus, c'est que ça implique dans l'entreprise de s'interroger sur ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire. Et ça, c'est fondamental. Et si on arrive à faire ce débat-là, y compris avec les représentants du travail, qui sont les représentants des salariés, il y a quand même un grand pas qui est franchi, je crois.
Merci beaucoup Laurent Berger. On a bien entendu qu'une entreprise ne se décrète pas responsable toute seule et que le rôle des salariés notamment est prégnant. Et puis voilà les défis que vous soulignez, le dialogue social, la répartition de la valeur, de nouvelles normes comptables qui intègrent les enjeux environnementaux et sociaux. On voit bien les défis qui nous attendent. Il est temps maintenant, merci à tous les trois, de passer à un temps un peu d'interpellation, de réaction de la part de nos trois discutants. Voilà, vous allez réagir, interpeller, peut-être faire des propositions. Vous avez chacun 5 minutes, messieurs. Je reste gardienne des horloges. Et puis, je rappelle donc au public que vous pouvez poser des questions tout au long des débats dans la partie questions chat de votre écran. Voilà, je vous présente pour démarrer ce temps de discussion Didier Fegli. Vous êtes président du groupe Sacred, vous allez nous en dire plus, et puis vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors. C'est à vous pour 5 minutes. Vous m'entendez? Bon, écoutez, madame, merci. Je suis là en tant effectivement que président, directeur général d'une entreprise moyenne, une ETI qui fait à peu près 600 personnes, qui travaille, monsieur Sénard le sait, pour le caoutchouc industriel, pour l'automobile et l'industrie, qui s'est multilocalisé très rapidement, si vous voulez, après avoir eu quelques sujets d'application. On est en Chine, au Mexique, au Maroc, en Roumanie, tout ça pour essayer d'être largement ouvert en développant la valeur ici, mais aussi la valeur là-bas et réciproquement. Je suis un peu embêté dans la mesure où finalement, ces entreprises, je la connais depuis 40 ans, parce que je l'ai reprise en faisant un RES loi Delors, si vous voulez, c'est un hasard, en 1984, à peu près 40 ans que j'y suis, si vous voulez, que je la pilote. Et au fond, j'ai essayé au départ d'en faire une coopérative ouvrière, vous voyez, donc, mais j'ai vu les salariés qui l'ont refusé parce qu'ils se sont dit le patron c'est vous. Bon, alors j'ai continué. Bon, ensuite, j'aurais donné 10% du capital. Au bout de 5 ans, ils ont demandé en fait à toucher le capital et la plus-value. Je me dis bon, finalement, le fait d'avoir un petit peu de pouvoir dans l'entreprise n'intéressait pas trop. Ce qui était vrai d'ailleurs, j'étais majoritaire, donc finalement, les 10% ne servaient pas à grand-chose à ce niveau-là, je les comprends bien. Et on a développé un certain nombre de choses, et je vous passerai les détails. On peut y revenir si on a le temps, mais enfin, le temps est compté. On a développé des valeurs, un code éthique, un code fournisseur important. On a signé le Global Compact de l'ONU, le Climate Pledge de Schneider et de Hulot, en fait, dans les tout premiers, etc. Et quand je regarde ce qu'on a fait, indépendamment du dialogue social qui était majeur de l'entreprise, j'ai créé des comités d'entreprise avant les 50 personnes, volontairement pour avoir des gens. En particulier, ça m'a permis de travailler la loi 35 heures avec la CFDT d'une façon intelligente et concrète. Je me dis qu'en faisant tout ça, et quand je regarde ce qu'on dit de l'entreprise à mission maintenant, je me demande si on n'a pas fait un petit peu comme M. Jourdain, avec volontarisme, une entreprise à mission avant la lettre, bien avant en fait que la loi PAC. Ce qui est à peu près vrai, pas complètement. On a bien sûr des objectifs précis, on a un plan, etc. On continue, ne serait-ce que par l'ONU, il faut bien le faire, et on le fait d'une façon précise. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Maintenant, par rapport à l'entreprise à mission, j'ai tendance à avoir quelques réticences au jour d'aujourd'hui. Dans la mesure où je me dis que finalement, ça risque de faire, au fond, si on prend le schéma, le vouloir et le pouvoir, il y a ceux qui peuvent et qui ne peuvent pas, il y a ceux qui veulent et qui ne veulent pas, il y a 4 cas de figure. Et en général, on risque d'avoir les gens qui peuvent, si vous voulez, qui deviennent les élus par rapport à ceux qui ne peuvent pas et qui ne peuvent pas par définition. Je vous prends un exemple. Mon entreprise, je ne l'ai pas du tout mise en fait en bourse pour ne pas être financièrement dépendant en fait de la bourse. Et je continue comme ça. Et je sais bien que si je l'étais, il est possible que des objectifs que je me donne actuellement hors mission, actuellement, je ne pourrais pas les tenir parce que finalement, j'aurais des objectifs financiers à tenir que je ne pourrais pas tenir autrement. Donc ça me pose le problème de dire finalement, au fond, il y a les entreprises qui seraient et les autres qui ne seraient pas, il y a les vertueuses et pas les vertueuses, et quand je vous entends bien, dans la vertu, il n'y a pas toujours que de la vertu, et aussi on sera plus attractif, donc on retombe au fond sur le financier de fait. Pour moi le financier c'est majeur, quoi qu'il arrive, on a un moteur, il faut le modifier le moteur, c'est évident, il faut le freiner, l'accélérer, etc. en fonction des objectifs, mais ceci dit en passant, le moteur est là, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et à ce propos, si j'ai le temps, je voudrais faire 3 propositions.
par rapport à l'Europe. La première, c'est de dire on essaye de développer l'esprit de la RSE au niveau des entreprises européennes. Moi, je pense qu'à ce niveau, il ne faut surtout pas refaire en fait un monstre administratif au niveau de Bruxelles et travailler à fond sur les normes ISO qui existent actuellement et qui sont bonnes, peut-être les simplifier aussi parce qu'elles sont redondantes de temps en temps. Hein. Et puis le Global Compact de l'ONU, c'est mondial, c'est naturel et on a absolument tout là-dedans. Et c'est surtout adaptable en fonction des capacités des entreprises, entreprise par entreprise, pour faire des progrès point par point. Le deuxième point, quand on parle d'entreprise à mission, j'entends pas trop souvent parler en fait de la notion de fournisseur. Bon, moi, je sais que je travaille pour l'automobile, l'industrie, etc. Vous voyez ce que ça veut dire, M. Sonnard, c'est pas toujours évident, et pour vous non plus, c'est clair. Ceci dit, l'écosystème des fournisseurs est quand même majeur. Et actuellement, je trouve que beaucoup d'entreprises qui se disent à mission ne regardent pas du tout, si vous voulez, en fait, le côté fournisseur. Hein, et qu'on est actuellement, moi je le vis, je ne suis pas tout seul, je peux vous dire, je peux en parler au nom d'un certain nombre d'entreprises ETI, PME et autres, dans mon secteur et autres secteurs, on assiste actuellement de plus en plus, contrairement à ce qu'on raconte, à des délocalisations massives, si vous voulez, qu'on va voir en fait dans 2 ans. Donc quand on regarde le côté social, quand on regarde le côté responsabilité d'entreprise, je pense que ce genre de choses, il faudrait le regarder. Bien évidemment, il y a toujours le côté financier, mais le court terme n'est pas que le financier. Hein. Regardez un petit peu le moyen terme. Je dirais simplement une chose pour être simple là-dessus. On essaye d'avoir de l'innovation. L'innovation, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas de production. Et si on n'a pas de production, on n'aura pas de formation. Et si on n'a pas de formation, on n'aura pas de gens, si vous voulez, qui auront un travail en fait dans ce pays. Et ça arrive de plus en plus. Alors attention, il n'y a pas que le Green Deal, si vous voulez. Il y a aussi ce genre de choses. Et le dernier point, simplement, rapidement, je sais que je suis un peu long. Je voudrais aussi insister sur le fait que la Communauté européenne actuellement, après un rapport qui a été sorti par l'Institut Jacques Delors aussi, travaille sur la transparence fiscale des entreprises, la transparence financière, sur les paradis fiscaux en fait en Europe que sont, on les connaît, Malte, les Pays-Bas et le Luxembourg, on ne le dit pas, mais il faut le dire, beaucoup de gens du CAC 40 y sont en fait actuellement, et je trouve que si on était un petit peu plus égaux là-dessus, on pourrait peut-être baisser nos impôts de production en France et avoir un peu plus d'emplois ici. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Didier Fegli, on a bien entendu vos propositions et interpellations. Je vous propose d'écouter à présent François-Xavier Oliveau. Vous êtes directeur associé à Initiative et Finances, et vous avez aussi 5 minutes pour réagir et nous interpeller. Merci beaucoup. Oui, en 2 mots, le projet que je porte avec Initiative et Finances s'appelle Tomorrow, et c'est un projet qui est au cœur de cette logique de refonte du capitalisme, puisqu'il consiste à investir dans des entreprises de taille intermédiaire, essentiellement en France et un peu en Europe, qui mettent la transition environnementale au cœur du projet de l'entreprise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas le social aussi, puisqu'on a un partage systématique de la valeur, éventuellement en fonction des dispositions de la loi Pacte avec les salariés. Mais le cœur du projet, c'est effectivement de dire aux entreprises comment est-ce que vous pouvez mettre la transition environnementale au cœur de votre projet, et on le dit bien, dans une logique de création de valeur économique. Et ça, je crois que c'est le point le plus important qui a été mentionné plusieurs fois, à la fois par Jean-Dominique Sénard et par Claire Vaison. C'est que la logique du capitalisme de demain, c'est une logique où la valeur économique va être créée en partie en utilisant cette logique de transition sociale et environnementale. Et en l'occurrence, on soutient particulièrement la partie environnementale qui est un peu plus technique et un peu plus difficile, qui mérite un peu plus d'accompagnement. Donc concrètement, on investit effectivement dans les entreprises et on les aide à mettre ce projet au cœur cette thèse au cœur de leur projet, soit en développant des nouveaux produits pour une clientèle qui est plus attentive à la soutenabilité, soit en retravaillant leur chaîne logistique pour réduire l'empreinte carbone et pour réduire les coûts en même temps, soit en faisant de l'éco-conception, ce qui permet potentiellement de réduire à la fois la bill of material, les coûts matières et l'empreinte matière. Et donc on recherche avec les dirigeants comment est-ce qu'on va concilier les deux, concilier la rentabilité et la transition environnementale. Et donc, je voudrais vous faire un retour de terrain des gens à la fois qu'on rencontre, qui sont à la fois les dirigeants du côté des acquisitions qu'on peut regarder, et puis les investisseurs, parce que nous, on lève des fonds aussi, on est en cours de levée de fonds pour financer ce projet. Écoutez, les nouvelles sont plutôt pas mauvaises.
les dirigeants, notamment, sont extrêmement conscients de ce qui se passe. Et depuis 2 ou 3 ans, je pense qu'il y a une vraie mutation, notamment chez les dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire. Ils ont parfaitement compris, sous la pression de leurs propres clients, sous la pression de leurs talents, Claire Vaison l'a mentionné, il y a une capacité d'attractivité qui est très forte quand on a vraiment un engagement assez fort au niveau de l'entreprise. Donc, ils comprennent très bien quelque chose qui bouge. Quand un chef d'entreprise voit que la partie RSE dans les appels d'offres est passée de 5% à 20%, là, ça devient vraiment important. Et le responsable de RSE de l'entreprise est appelé beaucoup plus souvent pour dire bah, tiens, viens m'aider à répondre à cet appel d'offres. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la traçabilité? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de reach, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très passé au niveau des dirigeants. Et je crois que à chaque fois qu'on rencontre un dirigeant, on est assez frappé par la capacité qu'on peut avoir d'approfondir son projet en mettant la thèse environnementale au cœur et dans une logique de création de valeur. Au niveau des investisseurs, ça commence à venir, c'est un peu moins répandu et c'est un peu plus inégal. Il y en a qui sont très conscients de ça et qui sont très, très partants, d'autres pour lesquels c'est un peu plus lointain. Je rebondis sur ce que disait Claire Vaison. On peut se réjouir effectivement qu'il y ait certains investisseurs qui soient prêts à payer plus pour les obligations vertes. Moi, je serais très content quand tous les investisseurs seront conscients qu'ils vont gagner plus avec un investissement dans l'environnement. Parce que là, vraiment, on pourra vraiment faire muter ce capitalisme vers une logique soutenable. Et le rôle des consommateurs, pour moi, me semble absolument essentiel, des citoyens consommateurs, parce que c'est eux qui mettent la pression et c'est eux qui font que une entreprise dont l'un des enjeux, c'est de répondre aux besoins de son client, fait que finalement, elle va effectivement remplir cette mission-là. Pour revenir sur la dimension de la raison d'être, moi, ce que je retiens de ce qui a été dit, c'est qu'il y a une logique de la raison d'être qui a trois intérêts. D'abord, ça aide à prendre des décisions stratégiques. Et on a dit que la raison d'être n'était pas au cœur de la stratégie, mais la stratégie doit répondre à la raison d'être. Je pense que c'est important. Il y a la capacité attractivité et management, la capacité de mobiliser un corps social autour de la raison d'être. Et il y a aussi une réduction du risque. Une entreprise qui a une raison d'être a une capacité à réduire son exposition à des risques, notamment sociaux, commerciaux et réglementaires, qui est évidemment très fort. Donc, ça veut dire que, encore une fois, la raison d'être rentre dans cette logique de bon sens. Et c'est ça qu'il faut faire passer dans les esprits, c'est que avoir une raison d'être et avoir ensuite une mission éventuellement, ça peut être une logique de bon sens économique et commercial pour une entreprise. Alors en pratique, c'est ce que proposait Laurent Berger, comment est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on met en place? Je pense que ce qui a été souligné sur le fait qu'il y ait plusieurs étapes est très important parce qu'il faut pas, je pense qu'il faut y aller progressivement. Il faut faire que le corps social, toute l'entreprise adhère au projet et donc l'association des salariés. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Laurent Berger sur le fait qu'ils doivent être associés à la construction de cette raison d'être et à la mise en place de cette raison d'être. Ce qui est très important, c'est l'aspect fronton. Il faut que ce soit dans le cœur de l'activité de l'entreprise. Il faut que l'activité de l'entreprise soit vraiment alignée avec cette raison d'être et c'est vraiment fondamental. Moi, je mettrais un petit facteur de risque auquel il faut faire attention. Les entreprises qui ont une raison d'être ne sont pas des entreprises parfaites. Il ne faut pas attendre d'elles qu'elles soient parfaites. Une entreprise, de temps en temps, ça traverse des crises, de temps en temps, ça doit réduire ses effectifs, de temps en temps, ça doit licencier. Et c'est ça le risque que je vois. Ça veut dire aussi, je pense qu'il ne faut pas trop communiquer ou surcommuniquer sur la raison d'être. Il faut rester relativement bas profil parce que, il y a des moments où c'est plus difficile. On parlait du cas de Danone. Je pense que l'engagement social de Danone, il date de l'époque des Ribou. Donc c'est quelque chose de très ancré en fait dans l'entreprise. Et je veux dire, le changement d'un dirigeant, aussi emblématique soit-il, ne va pas changer ça fondamentalement. Je suis assez persuadé de ça. Mais on voit bien que quand il y a une tension, il y a un risque mais regardez, ils ont une raison d'être et pourtant ils sont méchants. Je pense qu'il faut faire très attention à ça. Et il faut faire très attention à ce que, dans la perception des gens, la raison d'être ne soit pas une espèce de brevet de perfection et de brevet de vertu absolue. C'est quand même une entreprise, elle traverse des crises, elle a des enjeux, et voilà. Mais elle essaie de faire des efforts, et c'est en ça que tout le corps social et citoyen doit l'accompagner pour ça. Merci beaucoup, François-Xavier Oliveau. Nous aurons matière à réflexion pour la deuxième prise de parole. Voilà, vous avez transmis le micro à Alain Schnapper. Vous êtes vice-président de la communauté des entreprises à mission et vous êtes co-auteur de l'ouvrage qui s'intitule « Puissante et fragile, l'entreprise en démocratie ». Vous avez donc le micro pour 5 minutes. Merci.
Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je ne vais pas m'attarder longuement sur l'entreprise à mission, beaucoup de choses en ont été dites, peut-être simplement au titre de la communauté des entreprises à mission, qui est une association qui regroupe à la fois des dirigeants de sociétés à mission ou d'entreprises en chemin vers la société à mission ou d'activistes dans les entreprises qui poussent dans ce mouvement, qui a plus de 200 membres aujourd'hui. Je me permets juste d'apporter peut-être quelques précisions supplémentaires. À ce jour, il y a 166 entreprises qui sont devenues sociétés à mission. Je dis bien sociétés à mission, je ne parle pas de raison d'être. Les raisons d'être s'ajoutent à cela. Je crois qu'elles ont toutes pris conscience que se doter d'un dispositif à la fois de formulation d'objectifs, d'un dispositif de gouvernance, d'un comité mission, d'un organisme tiers indépendant, c'est en fait le début d'un chemin. Et donc, ce sont des entreprises qui, quelque part, ont pris la décision de s'engager dans un chemin. Et donc, évidemment qu'elles ne sont pas parfaites, elles ont juste pris conscience qu'elles ont besoin de se transformer. Et le modèle même de l'entreprise à mission, tel qu'il a été défini par la loi, est un modèle en réalité inachevé, d'une certaine manière, c'est-à-dire qui continue de se construire. Et en particulier, la question de l'articulation avec les organismes représentants le personnel est aujourd'hui un sujet qui est sur la table et qu'au titre de la communauté d'ailleurs, on a envie de traiter, d'aborder pour essayer de réfléchir avec les différents partenaires, notamment la CFDT, sur la façon dont ça doit devoir s'articuler avec les autres organes dans lesquels ils sont représentés. Je voudrais, cela dit, rebondir sur un thème qui, vous l'avez compris, mes chers, sur ce rôle de l'entreprise. Je mets des guillemets autour de politique, et notamment les questions que ça pose vis-à-vis de la démocratie, du fonctionnement démocratique de nos États. Les entreprises ont, dans l'histoire, été des acteurs de transformation de nos sociétés absolument essentiels, et donc toute leur capacité de transformation, ça a toujours été mis en œuvre, finalement, en lien avec le fonctionnement des États et dans nos sociétés occidentales démocratiques, dans un cadre organisé par le fonctionnement démocratique, dans une forme de régulation où l'État à la fois imposait des contraintes et en même temps rendait possible les transformations. Il est clair qu'aujourd'hui, ce dispositif de régulation des entreprises par les États est affaibli. Il est affaibli à la fois parce que les projets politiques de nos démocraties occidentales se sont affaiblis eux-mêmes. On a cru à un moment avoir perdu notre ennemi à la chute du mur, et puis peut-être qu'on ne s'était pas rendu compte qu'il y avait d'autres adversaires qui émergeaient. Et puis, l'affaiblissement des États est aussi le produit de du fonctionnement transnational de l'ensemble des entreprises, les États ayant évidemment un périmètre d'action national. Alors, cela pose donc la question de la façon dont les entreprises formulent l'intérêt collectif qu'elles cherchent à défendre. Et c'est un dessin que je reprends cette formule qui figurait sur le titre du rapport Nota-Sénar. L'entreprise à mission, elle donne la possibilité à l'entreprise de définir son intérêt collectif quelque part entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Et la question de la forme que doit prendre la régulation démocratique se pose désormais. Le risque serait d'une certaine manière que les entreprises se retrouvent en situation de définir elles-mêmes leur propre éthique, leur propre morale, leur propre, mais je mets beaucoup de guillemets autour, bien entendu, définition du bien et du mal. Et ça n'est pas une vision totalement théorique. Quand on voit ce qui se passe avec Facebook, par exemple, et la création de ce qu'ils ont appelé leur advisory board, si le terme est exact, qui est en gros une espèce de cour suprême dont les fondements juridiques sont à inventer, ils sont de fait dans une situation de devoir eux-mêmes définir ce qui leur paraît bien ou pas bien. Et on voit qu'on est là dans quelque chose de tout à fait nouveau, et qui interroge sur à la fois la capacité des États à réguler, mais plus largement sur la façon dont des processus démocratiques pourraient être mis en place pour orienter, une fois encore, la façon dont les entreprises choisissent, définissent l'intérêt collectif qu'elles veulent défendre. Et même si on peut faire l'hypothèse qu'un renforcement des processus démocratiques à l'intérieur des entreprises irait dans le bon sens, pour prendre une image, je ne sais pas si le fait que les salariés de Facebook aient un avis à donner sur l'élection de leurs dirigeants, par exemple, pour donner encore une image, aurait des conséquences, enfin, traiterait le problème des conséquences sociales et de transformation sociale d'un réseau comme celui de Facebook. Et je vais donc m'arrêter là. Malheureusement, sous forme de questions, j'adorerais avoir la réponse à la question que je pose, mais je crois que de plus en plus, cette question de l'interaction et de la façon dont des processus démocratiques devraient être inventés pour réguler le fonctionnement des entreprises dans le monde qui s'ouvre à nous, cette question se pose.
Merci beaucoup, Alain Schnapper. Alors, on va rentrer dans un temps un peu de débat entre vous trois. Il y a eu beaucoup de choses là qui donnent du grain à moudre. Je vous ai vu prendre des notes ou hocher la tête. Peut-être, Jean-Dominique Senard, de reprendre un peu le fil de l'échange. Il y a eu les propositions de Didier Fegli. On a eu aussi une interpellation sur attention au brevet de perfection, de ne pas être naïf sur l'entreprise à mission. Il y a la question de comment on articule les organes de décision et actuels avec les nouvelles modalités. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt collectif? Où est la démocratie dans tout ça? Je vous laisse un peu picorer, entre guillemets, puis si chacun peut réagir, voilà, on avance comme ça. Alors, je vais peut-être commencer. Il y a effectivement énormément de choses qui viennent d'être dites et donc on ne va peut-être pas avoir le temps de tout couvrir. J'ai attrapé simplement 3 éléments que je voudrais reprendre et pour éventuellement les mettre en exergue. Monsieur Fegli, vous avez évoqué le fait que vous avez poussé très vite cette notion de mission et que, en quelque sorte, vous aviez presque peur de vous mettre en bourse parce que vous vouliez garder votre indépendance financière. Ce sont les thèmes que vous avez évoqués. Je reviendrai très vite sur cette question de bourse ou pas bourse, en soulignant simplement qu'en Europe, nos entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, manquent globalement de capitaux par rapport à d'autres régions du monde et que l'aspect financement boursier par la création d'un grand marché financier en Europe, le vice-président l'a évoqué tout à l'heure, est absolument indispensable pour pouvoir compenser ce déficit dont je parle là. Et donc, il va falloir, et là, vous n'y pouvez pas grand-chose tout seul, que l'Europe, au nom de l'autorité politique, se mette enfin en marche sur cette question de la création d'un marché financier globalisé en Europe. C'est urgent si l'on veut être capable de faire face à nos compétitions des grands blocs mondiaux. C'est un premier point. L'autre aspect que j'ai évoqué ici, que je voudrais évoquer ici, c'est votre crainte, monsieur, où vous disiez qu'il ne faut pas trop communiquer sur la raison d'être et avoir profil bas. Je me permets une petite nuance par rapport à ce que vous avez dit là, parce que je pense qu'il faut au contraire se sentir fier et je dirais les salariés et collaborateurs d'entreprise en général se sentent très engagés quand ils sentent que leur mission, que leur raison d'être est connue et reconnue. J'observe en passant qu'avec Nicole Notat, lorsque nous avions interrogé énormément de monde à l'époque de la rédaction de ce texte, il y a 3 ans déjà, les petites et moyennes entreprises étaient celles qui étaient le plus demandeurs, si je puis dire, de cette question de mission et d'entreprise à mission, parce qu'elles voulaient justement refléter la fierté qu'elles ressentaient d'en avoir une, mais de ne pas pouvoir l'exprimer. Donc, au passage, il y a cette espèce de besoin de dire, de communiquer, et cette fierté d'être, et il ne faut pas la négliger. Et voyez-vous, vous avez évoqué un sujet qui est toujours très sensible, qui est celui de dire, oui, mais les entreprises ont parfois des passes difficiles, il faut traiter les sujets compliqués, etc., les questions sociales. Je suis assez bien placé pour savoir de quoi vous parlez, ayant comme président de Michelin et puis chez Renault depuis 2 ans, eu à faire face à des situations compliquées. Je crois qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Il faut le dire entre le fait qu'une entreprise doit évoluer, doit de temps en temps se réorganiser, doit de temps en temps procéder à des sujets sociaux que l'on considère comme complexes, et le fait qu'elle se sente responsable et qu'elle puisse effectivement, avec fierté, afficher sa raison d'être. Voyez-vous, il n'y a pas d'incompatibilité. La question, simplement, c'est une question de responsabilité des dirigeants d'entreprise, et je le dis toujours, de l'anticipation. Car il y a manière de faire cela et manière de le faire. Et quand on le fait avec responsabilité, eh bien c'est parce qu'on aura été capable d'anticiper et qu'on aura pu, et ça c'est le rôle des chefs d'entreprise, être capable de dire à 2 ans je vais avoir un problème, à 2 ans la révolution numérique va supprimer énormément d'emplois par la force des choses, personne n'y peut rien, mais c'est comme cela à cause du progrès technologique. Eh bien anticipons, formons, faisons en sorte que les personnes ne se retrouvent pas dans 2 ans dans une situation absolument épouvantable parce qu'on n'aura pas été capable de l'anticiper. Nous avons, en France en particulier, probablement, collectivement, je dirais, fauté, si je puis dire, dans ce domaine. Pendant des années, nous n'avons pas été capables d'être en mesure d'anticiper correctement les évolutions. Je voulais le dire ça, il n'y a pas d'incompatibilité. Il est question de manière, et la manière, c'est l'anticipation avec tout ce qui tourne derrière.
Enfin, je voudrais juste évoquer un troisième point qui est important. C'est que de tous ces propos que j'ai entendus là, il y a une forme de logique d'ensemble. On parle de la petite entreprise qui a une mission et on parle en même temps de la création d'un grand marché financier européen. Et on se dit, mais quelle est la logique? Mais la logique est absolue. Et je pense que là, il y a un rôle fondamental de la Commission européenne aujourd'hui ou des autorités européennes, c'est de prendre le sujet à bras-le-corps et de prendre le schéma d'ensemble. Parce que tout ce dont on parle ici ne sera possible que si l'on a en effet des décisions politiques majeures au niveau européen qui permettent le développement de tout ce que nous voulons là. J'ai évoqué la question du grand marché financier. Évidemment, l'harmonisation fiscale, le droit des faillites, tout ça sont des sujets un peu techniques, mais qu'il faut aborder parce que si on ne les aborde pas, on ne résoudra pas le problème du grand marché financier européen. La question des règles prudentielles qui font qu'aujourd'hui, les grandes institutions financières européennes, les grands groupes d'assurance, les grandes banques, etc., n'investissent pas ou très peu dans les entreprises européennes, parce qu'elles ne peuvent pas le faire à cause des règles qui sont aujourd'hui des règles qui les contraignent, parfois pour le bien, mais parfois on constate que cela a eu des conséquences majeures. En quelques 10 ans, depuis la crise financière, depuis le moment où nous avons mis en place en Europe des règles prudentielles extrêmement strictes, le portefeuille d'actions des entreprises d'assurance et bancaires en Europe a fondu. L'épargne majeure qui est considérable en Europe aujourd'hui a été dirigée vers le financement de la dette des États et non pas vers les grandes entreprises ou les petites entreprises qui ont très besoin de capitaux. Il faut changer cela. C'est d'entre les mains de la Commission, c'est quelque chose qui peut se faire, il faut le faire vite, c'est urgent, parce que devinez qui a remplacé ces grands acteurs, eh bien naturellement, ce sont les capitaux anglo-saxons qui quand même ont encore une dominante très court-termiste et je suis bien placé pour le savoir parce que pendant des années, j'ai fait face aux investisseurs mondiaux. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Eh bien, il faut changer cela parce que le jour où nos entreprises européennes financières seront capables d'investir massivement avec les critères qui vont bien, évidemment, les critères qui reflètent les valeurs européennes, les critères qui font que nous parlons de capitalisme responsable, le jour où elles pourront investir massivement dans nos entreprises au lieu de le faire uniquement dans la dette des États, eh bien, là, nous aurons déjà changé la donne parce que nous serons dans un contexte où nous aurons beaucoup moins peur, Monsieur Febli, d'aller en bourse. Et ça, c'est très important. Voilà. Je ne voudrais pas être trop long, je voudrais évoquer cela. Heureusement, il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer. J'évoquais dans le rapport que vous évoquiez tout à l'heure, avec Yves Perrier, la nécessité absolue que l'Europe prenne en main la maîtrise de l'information financière et la maîtrise de l'information extra-financière. Heureusement, la conscience est là. Et les choses sont en train de bouger. Vous l'avez évoqué, je crois, tout à l'heure. L'Europe s'est emparée de cette question de l'information extra-financière. La nouvelle directive qui sera effective d'ici 1 an doit intégrer, à partir de maintenant, Laurent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les propositions que nous pouvons faire pour que précisément les critères extra-financiers reflètent bien les valeurs européennes et pas autre chose. Et c'est cette condition-là qui est essentielle, qui permettra, comme vous voyez dans cette vision d'ensemble, aux investisseurs d'investir avec les critères cohérents et qui permettra enfin le vrai déploiement du capitalisme européen. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, mais je voulais souligner cet effet d'ensemble parce qu'on ne peut pas traiter de la question d'une petite entreprise avec sa mission et qui ne sait plus très bien quoi en faire, sans traiter le sujet majeur qui est celui de l'investissement européen et donc cette espèce de cercle vertueux qui nous conduira là où je voudrais. Merci Jean-Dominique Senard. On voit bien que tout est lié, hein, effectivement, qu'on passe du micro au macro, de l'entreprise à la finance et aux investissements. Claire Vézan, est-ce que vous avez, quels sont les thèmes qui ont retenu votre attention? Et puis peut-être sur cette question aussi du tout est lié. Alors, je commence par le tout est lié pour dire que je partage tout à fait la conviction que tout ceci fait système. Et en particulier, nous sommes aujourd'hui en Europe effectivement dans une situation dans laquelle nous avons du mal à construire l'union des marchés de capitaux. C'est un sujet avec lequel nous sommes depuis des années. L'union des marchés de capitaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité pour un investisseur de n'importe quel État membre à avoir confiance dans les institutions, le cadre, y compris le cadre des faillites. Ce sont des choses très concrètes. Et donc, confiance dans le fait qu'il peut investir de manière indifférente dans une entreprise française, une entreprise portugaise, une entreprise italienne. Et ça, évidemment, ça change
complètement les perspectives pour le financement de l'économie européenne. C'est un chantier qui reste prioritaire, qu'il faut faire avancer, et avec un volet qui est celui que Jean-Dominique mentionnait, qui est absolument clé, qui est le volet de l'information non financière. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être naïf. Nous sommes dans une situation dans laquelle il y a de plus en plus de capitaux qui vont s'investir vers des activités qui sont compatibles avec des critères RSE. Ces critères RSE, j'allais dire, ils ne tombent pas du ciel, hein. Ils n'ont pas une espèce d'immanence. Ils sont une construction politique, et cette construction politique et ce qu'on met dedans, c'est absolument majeur. C'est le sujet que mentionnait Jean-Dominique à l'instant. Et il y a une bataille mondiale. C'est-à-dire qu'on est face... Engie, c'est une grande entreprise dont la base actionnariale et la base d'investisseurs est évidemment mondiale. Et il est tout à fait frappant de voir qu'aujourd'hui, les grands fonds anglo-saxons arrivent avec des demandes qui sont des demandes précises sur le fait de se conformer à un certain nombre de normes, qui peuvent être des demandes légitimes d'ailleurs, mais qui posent la question de est-ce que ce sont ça les normes mondiales que nous voulons voir s'installer, ou est-ce que l'Europe s'empare de ce sujet et construit ses propres normes? Moi, je crois que ça fait sens, hein. J'ai une conviction européenne profonde là-dessus. Je crois qu'il y aura peut-être, et il faut le souhaiter, une convergence un jour entre ces questions de normalisation au niveau mondial. Mais je crois qu'en tout cas, aujourd'hui, l'Europe a un vrai rôle à jouer pour s'assurer qu'elle met sur la table des normes qui sont des normes qui correspondent au modèle européen qui est celui que nous souhaitons. On voit bien, là, pardon, que vous mettez bien le politique à sa place. Je repense à la question de M. Schnapper sur qui définit l'intérêt collectif et qu'est-ce que l'intérêt collectif. Je pense que vous apportez un élément de réponse là où le politique a évidemment sa place dans l'écosystème. Je vous laisse continuer. Donc ça c'était la vision très large. J'ajoute que cette vision large sur, pour une entreprise comme Engie, hein, on la vit, y compris et notamment sur quelles sont les activités qui aujourd'hui participent à la transition énergétique. Donc peut-être quelques mots un peu plus concrets là-dessus. Laurent parlait de la taxonomie. La taxonomie, c'est quoi? Ce sont des actes de nature législative, des actes délégués aujourd'hui que la Commission européenne met sur la table pour dire ce qui est aligné avec la durabilité, hein, avec la transition énergétique et ce qui ne l'est pas. Et en fait, un élément important à avoir en tête là-dessus aussi, hein, c'est que il est clair qu'aujourd'hui, ce qui est aligné avec les besoins de la transition énergétique varie d'un État membre à un autre. Et je crois que là aussi, c'est un débat important parce qu'il faut se rendre compte que ces choses-là ne sont pas une espèce de réalité théorique surplombante, mais qu'au fond, c'est très concret. Pour être un peu plus précise, si vous pensez aujourd'hui à la situation énergétique d'un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe, les mix énergétiques dans ces pays-là sont des mix qui sont extrêmement carbonés. Et il est évident que pour un certain nombre de ces pays-là, on ne réussira pas à passer de manière directe d'un mix reposant sur des centrales à charbon à des ENR seulement. Donc, on est dans une situation dans laquelle le gaz est sur le chemin critique. Pourquoi? Parce que quand vous remplacez une centrale à charbon par une centrale à gaz, alors certains peuvent se dire c'est horrible, c'est encore fossile. La réalité, c'est que vous divisez déjà par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il faut s'arrêter à une centrale à gaz, je dirais à gaz fossile? Évidemment non. Mais c'est une étape, et c'est une étape dans laquelle le gaz initialement est fossile. Demain, le gaz se verdit. Il y a un très très grand potentiel, un potentiel de biométhane, il y a un potentiel d'hydrogène vert, et puis dans certaines régions du monde, des questions de capture du carbone. Mais il faut avoir sur ces sujets-là, et je crois que c'est important là aussi à la fois que l'Europe joue tout son rôle et mesure bien la complexité de ces sujets, il faut avoir sur ces sujets-là une approche qui, au fond, est une approche très concrète, très ancrée, là encore, dans les réalités de terrain, les réalités européennes. Pour certains pays,
le gaz est sur le chemin critique, il faut pouvoir le reconnaître et il faut pouvoir se dire c'est une étape et cette étape n'est pas l'histoire finale, hein, le gaz fossile n'est pas l'histoire finale et nous, Engie, vous savez qu'Engie, c'est pour ceux qui sont de ma génération et un peu au-dessus, il y a quelques années, avant 2008, Engie s'appelait GDF Suez, hein, donc Engie a un ADN gazier évidemment. Mais nous sommes très clairs sur le fait qu'à horizon 2050, tout le gaz en Europe sera du gaz vert. Donc, ce gaz peut se verdir, il est sur le chemin critique et sur ces questions de normalisation, hein, et de définition et de guidage des capitaux, je pense qu'il faut y être très attentif au niveau européen en particulier pour être sûr qu'on guide bien vers la transition énergétique et pas vers une vision théorique qui ne permettra pas d'y arriver. Et puis peut-être dernier point, oui, pour dire que je partage bien sûr ce qui a été dit à la fois par les intervenants de part et d'autre. Je pense qu'une raison d'être, c'est important pour l'entreprise. Hein, je crois qu'il ne faut pas avoir la raison d'être honteuse. C'est important pour l'entreprise, c'est important, et Laurent le rappelait, pour les salariés, d'Engie en particulier. Hein, c'est quelque chose dont nous sommes fiers et qui fait sens pour l'ensemble du corps social. Pour autant, ça n'est pas un brevet de perfection, ça n'est pas un brevet de vertu. C'est quelque chose qui est exigeant, avec lequel, qu'on doit prendre en compte dans l'ensemble de nos actions. Mais bien sûr, une entreprise n'est pas parfaite. Bien sûr, une entreprise doit pouvoir s'adapter. Et tout est, comme le disait Jean-Dominique, dans la manière dont elle le fait. Merci Claire Vaison. Vous faites la transition toute choisie pour passer le micro à Laurent Berger, parce qu'effectivement, il y a cette question de... Jean-Dominique Senard disait aussi pas d'incompatibilité entre une raison d'être et une réorganisation d'entreprise. Oui, j'y viendrai, mais même si je suis un syndicaliste, j'ai un regard un peu plus large que simplement ça, et c'est qui est un point extrêmement important. Moi, je crois qu'on vient d'avoir une très très belle démonstration par Claire Vaison de ce qu'est le défi de l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire d'être en capacité, et je suis d'accord avec M. Fegli que, vu parfois d'un point de vue opérationnel, on se dit mais c'est pas avec des règles qu'on va... De la capacité à se fixer des normes et à être moins naïf. C'est de ça dont il s'agit en fait. C'est si on veut sortir de si on veut construire un modèle, une économie sociale de marché réelle qui prend en compte les différentes parties prenantes, les différents enjeux économiques, écologiques et sociaux, il faut qu'on soit capable de se fixer ensemble des règles, des normes, et qu'on soit capable de se protéger ensemble pour qu'on ne se fasse pas, il n'y ait pas une concurrence déloyale qui s'opère au détriment de ces règles. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est dans ce moment-là. Et donc, on a besoin de plus d'Europe. Là où la tentation pourrait dire on va se remettre des règles, on va se remettre des normes, etc. Non. Et après, dans l'application des normes, parce que qu'on se sera fixé, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous avez la contrainte, vous avez le dialogue. Je crois que c'est de ça dont il s'agit. C'est de se refixer un chemin partagé, d'un point de vue macro-européen, et de se fixer des règles, des évolutions, des chemins qui sont progressifs. Hein. Vous avez vu l'accord en Pologne qui quand même repousse très très loin la décarbonation. Eh bien, si on acceptait d'être un peu moins radical dans le discours et un peu plus opérationnel, on aurait peut-être un peu moins de résistance. Moi, je peux vous assurer qu'avec un certain nombre de mes collègues des pays de l'Est, la question de la transition écologique est un sujet compliqué. Et donc, vous voyez, on a besoin d'articuler ça et de cette construction de normes avec du dialogue beaucoup plus performant. Et au niveau européen, ce qui est parfois regrettable, c'est qu'on ne discute pas du chemin. On ne discute pas suffisamment du chemin à emprunter. Et ce chemin emprunté avec des rythmes différents, avec des intérêts contradictoires, c'est bien le propre d'une démocratie d'être traversée d'intérêts contradictoires, eh bien, ça se règle dans le compromis, ça se règle dans le dialogue. Et moi, je souhaite, j'ai une conviction forte, c'est que toutes ces transitions, ces transformations, qui sont bien plus que des transitions, qui sont des transformations radicales, devraient être des objets de négociation beaucoup plus forts, et dans la société et dans l'entreprise. Si ça n'en est pas, on aura l'impression que ça imposera. Et pour dire les choses comme encore plus loin, c'est une bonne nouvelle. Et je crois que c'est vrai ce que vous dites, M. Oliveau. Les chefs d'entreprise, les entreprises ont compris l'enjeu de la transition écologique. Moi, comme représentant des salariés, mais aussi comme citoyen, je me suis souvent battu pour dire que le social n'était pas le sous-produit de l'économie. Mais le social ne doit pas devenir demain le sous-produit de l'écologie. Et pourtant, vous savez mon engagement
pour faire conjuguer les deux ambitions. On va sortir un rapport sur l'automobile, etc., dans quelques temps sur la transition écologique. Donc, mais je le dis parce que c'est extrêmement important qu'on n'oublie pas cette dimension sociale à tous les échelons de la transition juste. C'est la seule voie de passage. On l'a vu avec des épisodes récents en France. Donc, vous voyez, il faut se fixer les ambitions. Il faut une puissance publique qui intervienne. Alors ça, moi, je suis absolument indispensable. La crise qu'on traverse, elle montre que la puissance publique a extrêmement d'importance. Mais la puissance publique, sur ces questions-là, de plus en plus, ça doit être l'Europe et pas simplement chacun dans son coin. Et c'est un peu le risque. Hein. C'est un peu la croisée des chemins à laquelle on est. Donc, moi, j'insiste sur ce côté. Et j'insiste sur un élément qui n'a pas été repris, qui est extrêmement important de ce qui M. Fegli, c'est la question de l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, d'abord, je reviendrai sur le côté, on a réglé le problème et on est des purs, et à côté, il y a les gueux et ils sont moins bons, mais on n'a jamais réglé la question définitivement. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne voudrais pas avoir quelques champions qui seraient labellisés, ils ont assuré, et puis qu'après, sur la chaîne de valeur, vous voyez, pour dire les choses, je ne voudrais pas qu'à l'instar de certaines chaînes de distribution qui portent des noms privés, et vous allez vite comprendre de qui je parle, qu'on parle de le consommateur, le prix, et puis qu'on se comporte comme des gougnafiers à l'égard de ses producteurs, des sous-traitants, etc. Ça ne peut pas marcher, ça. Donc, il faut intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça me paraît absolument indispensable. Vous avez raison de le dire. Il y a un autre élément que vous avez cité et qui nous tient à cœur aussi, c'est la question de la transparence fiscale et financière. Ça fera partie des sujets qu'il faudra mettre sur la table de façon beaucoup plus forte. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui, y compris d'un point de vue européen, d'avoir des leçons qui sont données par quelques pays qui se disent frugaux, mais qui bénéficient largement d'un certain nombre d'optimisations fiscales à travers leur propre législation. Et ça, il va falloir qu'on le mette aussi sur la table si on veut à un moment donné construire du commun au niveau européen. Moi, je suis très je crois qu'il y a beaucoup à faire et je sais qu'Amundi est en train d'y travailler et c'est extrêmement bien sur des critères sociaux beaucoup plus forts. On a beaucoup avancé sur les critères dans l'investissement, sur les critères environnementaux. On peut aller beaucoup plus loin sur les critères sociaux. Et il y a un travail qui est mené auquel on participe pour définir ce que seraient ces critères. Dedans, il y a la question, par exemple, de la fiscalité, mais il y a aussi la question, évidemment, du respect du droit du travail, etc. Je pense que là-dessus, on peut aller plus loin. Je partage ce qui a été dit sur le rôle des consommateurs. Regardez ce qui se passe avec une entreprise avec une marque comme C'est qui le patron. Le pouvoir des consommateurs est puissant. Le problème qu'on a dans notre société parfois, c'est qu'on a coupé les gens en tranches. Et que le consommateur est un moment consommateur, un moment travailleur, un moment citoyen, et il n'a pas forcément une cohérence. Je ne suis pas sûr que la nature du débat public nous aide à restaurer ça au bon niveau en tenant compte de l'ensemble du problème. Mais voilà. Moi, je crois que sur tous ces sujets-là, pour refinir là-dessus, et je finirai sur, il faut qu'on sorte de la logique de la photographie. Et vous avez raison de dire que ce n'est pas un instant T. La photographie, j'adore ça par ailleurs comme art, mais ce dont il est question, c'est d'un film. Et donc, c'est d'une dynamique. Et ça se discute. Moi, je n'ai jamais considéré qu'une entreprise, parce qu'elle avait un bon dialogue social, elle n'avait pas besoin de se restructurer. Je crois que certains ici sont conscients qu'on essaye de participer à chaque fois qu'on peut à la prise en compte des intérêts aussi économiques, de marché d'une entreprise. Mais la façon même de gérer ces moments-là est assez illustrante de la façon dont on considère l'ensemble des parties prenantes, dont on s'est fixé une mission. Et donc, moi, je crois qu'il faut plutôt avoir les choses en dynamique. La notation, par exemple, extra-financière est extrêmement importante là-dedans. Et c'est une dynamique plus qu'une photo qui sert à placarder sur les réseaux sociaux ou ailleurs les bons et les mauvais. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il faut renoncer à faire un peu de name and shame lorsque c'est nécessaire, mais ça ne doit pas être la logique qui nous guide. La logique qui nous guide, c'est la dynamique qui est prise. Et quelle meilleure assurance, d'une certaine manière, que la place des représentants du travail pour vérifier que ce soit une bonne chose. Vous savez, moi, je n'ai pas d'avis en tant que tel sur ce qui est en train de se passer sur Engie, sur l'entreprise à mission. Mais quand des représentants de la CFDT d'Engie me disent « il faut que tu regardes ça, il faut que tu nous obtiennes un rendez-vous parce qu'on veut en parler, on va le porter », ben pour moi, c'est eux le contrôle social. C'est eux l'assurance que finalement, il se fait quelque chose d'intelligent. Et c'est ça qu'il faut comprendre.
faut qu'on aille au plus près des travailleurs pour leur faire comprendre. Et il l'intègre déjà. Sachez quand même que dans l'enquête qu'on a réalisée, 80% des salariés sont fiers de travailler dans l'entreprise, sont attachés à leur entreprise et fiers d'y travailler. Mais 75% d'entre eux disent « je voudrais bien avoir plus de voix sur les choix qui me concernent ». Et en fait, c'est là le jeu d'un capitalisme plus responsable. C'est des façons de procéder, c'est des entreprises à mission, c'est la raison d'être qui me paraît très importante aussi, c'est le dialogue social, mais c'est aussi la prise en compte de la réalité du travail. Et objectivement, on n'a jamais été si près. Il faut qu'on se le dise. Peut-être il y a 10 ans, on n'avait pas ce débat-là. C'est comme le disait Jean-Dominique tout à l'heure. On peut y arriver. Ce qui va nous miner, c'est tous ceux qui n'ont pas envie qu'on arrive. Et c'est plus puissant qu'on ne le pense en termes de résistance. Tous ceux qui finalement pensent que tout ça n'est pas une question de compromis et d'équilibre, est une question de vainqueurs et de vaincus. Et c'est un peu l'enjeu de la période maintenant. Merci beaucoup, Laurent Berger. Je propose qu'on passe aux questions du public. Mathieu Meunier de l'Institut Jacques Delors va relayer les questions, peut-être par famille de questions, et puis les uns et les autres, vous pourrez réagir. Bien sûr. Alors, pour pouvoir prendre un maximum de questions, je vais vous adresser les questions personnellement, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez rebondir également sur la question. Donc, la première question que je vais poser à Madame Vaizan, la crise de la Covid ne pose-t-elle pas le risque que les entreprises se détournent de leurs objectifs, au moins sur le court terme, et de leurs objectifs et de leurs engagements en matière sociale et environnementale? Par exemple, certaines entreprises qui ont remis à plus tard leur plan pour l'égalité salariale, comment faire en sorte que ça n'arrive pas et qu'au contraire, la réponse à la crise renforce le modèle d'entreprise à mission? Ensuite, je vais peut-être directement... Alors, on va en oui, prendre... Si vous voulez, si Mathieu Meunier peut en donner 2 ou 3. Bien sûr. Et puis on soumet une note pour monsieur Senard. Est-ce que la Banque d'investissement européenne ne devrait pas uniquement investir dans des entreprises avec des critères forts en termes de transition sociale et surtout écologique, et qui soient en respect du pacte vert européen? Et une question pour monsieur Berger. Une auditrice nous dit « Merci pour ce débat essentiel. Le capitalisme responsable a aussi besoin d'institutions. Je voudrais dans ce contexte attirer votre attention sur une institution qui existe en Autriche, au Luxembourg et dans certains Länder allemands, les chambres de travail, où peuvent dialoguer les salariés, les organisations du patronat et les syndicats pour résoudre ces problèmes. Pensez-vous que ce type d'institution pourrait être une référence pour le capitalisme responsable? Et peut-être une autre question, est-ce que le capitalisme responsable a besoin de ces institutions de dialogue au niveau national et européen? Merci Mathieu. Claire Vaizan, peut-être. Merci. Alors, la question sur la Covid est-ce qu'elle détourne les entreprises de leurs objectifs sociaux et environnementaux? Alors, peut-être un premier point pour se dire que cette période de Covid, elle vient avec son lot de difficultés économiques. Et j'en parle en étant représentante du secteur énergétique qui est très très loin évidemment d'être le secteur le plus atteint. Mais je n'oublie pas que je suis à côté de Jean-Dominique. Le secteur automobile a été extrêmement atteint, le secteur aéronautique aussi, le tourisme aussi. Donc je crois que le premier point à noter, c'est quand même que c'est un choc d'une ampleur économique absolument majeure pour toute une partie de l'économie, moins le secteur énergétique, même si chez nous, Engie, nous avons des activités qui sont des activités de fourniture d'énergie et des activités de services, et en particulier de services d'efficacité énergétique. Ces activités de services ont quand même été très atteintes, et en particulier en France, quand le BTP s'est arrêté. On a beaucoup, évidemment, souffert du confinement. Donc le premier point, c'est quand même que c'est un choc économique massif, et on parlait des nécessités de s'adapter, de réagir. Cette nécessité-là, elle est réelle, et dans certains secteurs, évidemment, encore plus prégnante. Alors, ceci dit, pour une entreprise comme Engie dans cette crise, et je pense pour l'ensemble des dirigeants d'entreprise, le premier réflexe que nous avons eu dans cette crise du Covid, c'est de se dire qu'il fallait protéger nos salariés. C'est un impératif, l'employeur a une responsabilité vis-à-vis de ses salariés, et je dois dire qu'en entrant dans la crise du Covid, ça a été le premier réflexe. Il y en avait deux. C'était simple, il y avait protéger nos salariés et assurer la continuité de l'entreprise.
Et assurer la continuité de l'entreprise, c'était quoi? C'était assurer la continuité de toutes les tâches qui continuaient à être indispensables. Nous sommes leaders de la chaîne de froid en France, nous sommes fournisseurs d'énergie. Évidemment, ces activités-là devaient se poursuivre, quelles que soient les conditions. Et puis, assurer la continuité financière, s'assurer que la trésorerie est là, s'assurer qu'on va ressortir de l'autre côté de la crise en étant fort. Donc, la protection des salariés, c'est une première réponse, elle est dans une crise sanitaire comme celle-là, elle est au cœur de ce à quoi pense en premier lieu un dirigeant d'entreprise. La deuxième chose, moi je crois qu'au contraire, cette crise du Covid, et pardon, j'utilise le masculin, la crise du Covid, elle a permis aux entreprises de montrer qui elles étaient. Et en tout cas, enfin voilà, nous c'est vraiment comme ça que nous l'avons vécu. Montrer qui on était, et on se parlait tout à l'heure des fournisseurs. Nous avons mis en place une ligne de crédit pour nous assurer que nous allions rembourser plus vite, payer plus vite l'ensemble de nos fournisseurs pendant la crise. Nous avons mis en place une mesure dans laquelle nous remboursions les ménages les plus modestes de 2 mois d'abonnement d'électricité. Nous avons accéléré le programme de protection sociale, comme je le disais tout à l'heure. Ça a été une période dans laquelle nous nous sommes posé la question, en tant que grande entreprise, de qu'est-ce que nous pouvions faire d'utile pour la société, pour nos salariés, pour nos fournisseurs, pour nos clients. Donc moi, je crois au contraire que c'était de ce point de vue-là une période qui était au fond assez intense et qui permettait, dans des conditions d'équilibre même très dérangées, très perturbées, de se poser des questions assez fondamentales sur ce qu'était l'entreprise et ce qu'elle voulait être dans cette période. Et puis, dernier point, la relance verte. Je crois qu'on est face à une opportunité absolument unique de changer le chemin de croissance sur lequel nous sommes. Nous étions engagés dans une trajectoire de croissance collective qui était complètement insoutenable, et on sait bien que l'ampleur du réchauffement climatique, elle va être déterminante, non pas seulement pour nos enfants et nos petits-enfants, mais elle est déterminante aujourd'hui. Elle vient avec son lot de catastrophes climatiques qui se produisent sous nos yeux. Nous sommes aujourd'hui, du fait de cette crise du Covid, dans une situation dans laquelle il y a de grands montants qui sont sur la table, qui vont être consacrés par les États à relancer l'économie. C'est une occasion unique de faire en sorte que cette relance serve bien à nous mettre sur un chemin de croissance collective soutenable. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je crois qu'au contraire, la crise du Covid, à la fois a montré qui étaient les entreprises, ce qu'elles pouvaient faire, et ce que nous avons fait, d'autres l'ont fait. Je crois que c'est important de se dire que dans l'ensemble, les salariés ont trouvé que leur entreprise était à la hauteur, ça rejoint ce que disait Laurent, et elle permet aujourd'hui d'accélérer le passage vers un chemin qui est un chemin soutenable, compatible avec la transition écologique. Merci beaucoup. Jean-Dominique Senard. Oui, alors la question porte sur la Banque européenne d'investissement. Je vais juste rebondir une seconde sur ce que vous venez de dire, Claire, parce que je voudrais confirmer le fait que cette pandémie a été globalement révélatrice de très grande solidarité. Et je veux dire, bon, vous avez parlé d'Engie, et c'est clair, vous l'avez fait, chez Renault aussi, et je dois dire que malgré la pandémie, malgré tout ce que nous avons traversé, j'ai vu dans le groupe des solidarités internes et externes extraordinaires, allant de l'entraide à l'intérieur de l'entreprise je dirais, la diffusion de technologies Renault pour les respirateurs technologiques de très haut niveau, etc. Je passe les détails, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont faites. Et donc, ça nous a tous ramenés au fait que l'humain est bien central dans tout cela. Et je pense que ça a été globalement positif, même pour les sujets difficiles, Laurent. Quand il s'est agi d'expliquer que malgré la pandémie, indépendamment de cela, il fallait que Renault se réorganise et se remette effectivement dans un degré de compétitivité majeur, etc. Dieu sait si ça a été difficile à porter. Mais finalement, derrière, le dialogue social a conduit à des accords sociaux de toute première qualité, et je vous assure que je peux le juger comme ça, parce que j'en ai vu beaucoup. Et donc, pour rassurer tout le monde, je pense que dans beaucoup d'entreprises, ça a été révélateur de grande solidarité. Alors maintenant, pour votre question, oui, la Banque européenne d'investissement a un rôle à jouer. D'ailleurs, elle le fait déjà. Elle a certainement été très motrice. Elle dispose de beaucoup de moyens. Et dans l'évolution de l'investissement responsable, elle est indiscutablement au premier front. Mais ça ne suffira pas, vous comprenez bien, vu l'ampleur du sujet. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais est tout à fait fondamental. Il faut que l'ensemble de nos institutions financières européennes se trouvent dans un cadre réglementaire et législatif qui lui permette d'investir. Et nous parlons
d'une quantité de centaines de milliards, mais vous comprenez, mais considérables, et qui sont en fait disponibles, mais qui aujourd'hui sont fléchés sur des objectifs qui très honnêtement ne sont pas les plus glorieux, c'est-à-dire encore une fois le financement de la dette des États. Et donc je crois qu'il faut qu'on inverse l'équation. La BEI peut jouer un rôle moteur, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Laurent Berger. Oui, on a des cultures différentes au niveau européen de l'organisation du dialogue social, de l'organisation de ce qu'on peut appeler la confrontation des intérêts divergents qui sont inhérents au monde du travail ou des intérêts contradictoires, du conflit de logique qui peut s'opérer entre des chefs d'entreprise, enfin une entreprise et ses dirigeants avec les intérêts des salariés. On a des cultures très différentes au niveau européen. Moi, je ne crois pas du tout que c'est une question de structure de faire vivre le dialogue social. Je crois que c'est une question de volonté et qu'il faut les structures adéquates. Elles existent différemment dans un certain nombre de pays. Nous, on ne peut pas dire nous ne sommes pas dotés d'un certain nombre de lieux de confrontation, et on a progressé sur la place des représentants des salariés dans la gouvernance. On a progressé on a un peu régressé depuis 2017 sur le dialogue social, malheureusement lié à une application des ordonnances qui ne s'est pas fait dans de bonnes conditions. Mais je rappelle que moi, ce qui me guide sur la question du dialogue social et de la place des représentants du travail dans l'économie et dans l'entreprise, c'est le rapport de Jean-Denis Combrexel. Et on a oublié un truc fondamental dans ce rapport-là, c'est que le premier chapitre, il n'est pas consacré à de la structure ou à je ne sais quoi, il est consacré à la volonté des acteurs, au jeu des acteurs, au rôle des acteurs. Et c'est de ça dont il est question. Donc moi, je ne crois pas qu'on pourrait plaquer des choses qui se font très bien ailleurs en Europe à la réalité française. Je crois qu'il faut que, peut-être c'est sur le côté du rôle des acteurs et de la volonté des acteurs d'avancer, qu'il faut plutôt au niveau national aller. Et cette crise du Covid, pour reprendre ce que disait Claire Vaison, c'est une opportunité. C'est beaucoup de souffrance, hein, donc je fais très attention à dire, mais sur ce côté-là, pourquoi c'est une opportunité? Parce qu'on a eu un gros moment, une forme de parenthèse heureuse du dialogue social, en se disant, bon là, dès le mois de mars, hein, d'un niveau national comme au niveau des entreprises, là, on a le truc qui tombe, comment on se débrouille? Et globalement, ça a débattu. Et dans beaucoup d'entreprises, on a compris que c'était dans le dialogue social qu'on trouvait les solutions les plus adaptées, dans une situation de crise, donc ce n'était pas simple. Il ne faut pas qu'on régresse là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a une chose en termes d'opportunités sur lequel il ne faut pas qu'on régresse, c'est clairement le fait que ça a été une forme de prise de conscience collective qui avait certes des intérêts contradictoires, mais aussi nombre d'intérêts partagés sur lesquels on pouvait s'entendre et qui permettaient de mettre les curseurs sur la façon dont s'organisait le travail. Il y a 10 000 accords à activité partielle longue durée, hein. Quand on a lancé le dispositif en juillet dernier, avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de dynamisme en termes de dialogue social. Beaucoup d'accords de reprise d'activité sur l'organisation du travail, etc. Et ça, faut le garder. Ça. Faut le garder, pourquoi? Parce que moi, comme Claire, j'appelle de mes voeux, je n'appelle pas le grand soir de mes voeux. Je ne pense pas que tout d'un coup, j'ai jamais cru qu'on allait passer d'un modèle A à un modèle B et qu'il faudrait effacer. Les grands soirs, ça fait des matins un peu tristes. Hein. Mais je crois au contraire qu'on a une opportunité de faire changer, de faire évoluer notre modèle de développement. Finalement, puisqu'on est beaucoup sur la question de la transition juste, on avait entamé le chemin. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, hein. Mais on y allait piano, quoi. Puis on se disait, là, on a l'opportunité de penser différemment. Et c'est vrai que si on ne saisit pas l'occasion du plan de relance national ou européen, des plans de relance pour penser autrement notre organisation économique, notre organisation sociale, on aura loupé une occasion. Et c'est ce moment-là qui arrive bientôt, on n'y est pas totalement encore, parce qu'on a quand même beaucoup encore de préoccupations sanitaires, qu'il va falloir travailler. Et je crois que ce type d'interrogation y concourt. Merci beaucoup, Laurent Berger. Alors, je propose qu'on prenne une nouvelle série de 3 questions et peut-être je vous inviterai intervenants à profiter de cette occasion comme l'heure tourne pour peut-être livrer aussi un mot de conclusion ou voilà, une conviction qui vous est chère. Mathieu. Oui, alors, nouvelle série de 3 questions. Donc, on a parlé de la Banque européenne d'investissement. La question suivante que je vais soumettre à Mme Vaison. Comment faire quand les actionnaires, les petits actionnaires,
ne prennent pas en compte les impératifs sociaux et écologiques puisque cela ne se reflète pas dans des profits immédiats. Autre question pour M. Senard sur la délocalisation des sites de production. Est-ce que la crise du Covid a rebattu les cartes sur la valeur des opérations de délocalisation et quelles sont les actions concrètes pour sortir d'une telle spirale jugée souvent déclinante par une grande partie de l'opinion publique? Et la dernière question pour M. Berger. L'économie sociale et solidaire n'incarne-t-elle pas la notion d'entreprise à mission? Ne faudrait-il pas que l'Union européenne cherche à promouvoir ce modèle en priorité? Ou est-ce que le capitalisme responsable va bien au-delà de ce modèle? Voilà. On peut reprendre. Alors, moi, je crois que de plus en plus, les actionnaires sont conscients, hein, et j'en donnais quelques exemples tout à l'heure, de plus en plus, les actionnaires sont conscients du fait que être dans un modèle qui est un business model soutenable, c'est une garantie d'être dans un investissement dans lequel, au fond, la valeur va continuer à pouvoir croître dans les années qui viennent. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'oppose pas ça, bien évidemment, avec la nécessité pour une entreprise d'être performante économiquement aujourd'hui. Je pense que c'est une évidence pour une entreprise, quel que soit son secteur, qu'elle doit être dans une situation dans laquelle elle doit générer des profits, elle doit générer sa capacité à investir, et que ça, c'est un gage de pérennité de l'entreprise, de croissance de l'entreprise. Et à vrai dire, c'est la première des obligations qu'elle doit à l'ensemble de ses parties prenantes. Quand je parlais tout à l'heure de la crise du Covid et de la nécessité d'assurer la continuité de l'entreprise, une entreprise comme Engie, nous avons 170 000 salariés dans le monde, ça veut dire 170 000 familles, nous avons des fournisseurs, des clients, tout un écosystème qui compte sur nous. Et donc, une entreprise doit être économiquement performante et se donner les moyens de sa croissance, de son investissement, de son développement, et elle doit le faire dès aujourd'hui, parce que c'est la condition de survie de l'entreprise et c'est sa meilleure façon de servir l'ensemble de ses parties prenantes. Ça ne veut pas dire qu'elle doit, et bien au contraire, ignorer les aspects de plus long terme parce que ce sont des conditions nécessaires à la soutenabilité de son business model. Moi, je crois que les investisseurs sont de plus en plus conscients que les deux doivent et peuvent se rejoindre. Alors, effectivement, on est dans une situation où si on tire le segment d'un côté et que l'autre ne suit pas, ça pose problème. Effectivement, il faut assurer à la fois la performance économique aujourd'hui et la soutenabilité du modèle social. Moi, je crois que les deux, du modèle d'affaires, je crois que les deux sont absolument indispensables. Et je conclurai là-dessus en disant que les défis auxquels nous faisons face, je suis absolument convaincue que nous n'arriverons à les surmonter que si nous avons un alignement entre les consommateurs, les salariés, ceux qui votent, tout ça étant effectivement à la fin du jour des personnes qui ont ces trois casquettes, les entreprises et les gouvernements. Et quand je parle des gouvernements, je parle à la fois des gouvernements nationaux et bien sûr de la gouvernance européenne, Commission, Conseil, Parlement européen. Donc je crois que cet alignement d'objectifs, il est absolument clé. Et mon sentiment, c'est que les choses sont en train, et Laurent le disait, je crois que les choses sont en train de converger. Donc je pense qu'on peut y arriver et que ce sera absolument nécessaire pour surmonter en particulier les défis sociaux et les défis environnementaux qui sont devant nous. Merci Claire Vezan. Jean-Dominique Senard. Alors, vous m'avez posé une question sur les questions de relocalisation, de délocalisation, etc. C'est un sujet extraordinairement complexe, mais auquel je vais répondre avec sincérité. Voyez-vous, la pandémie a été révélatrice d'incroyables dépendances, certaines dont on ne soupçonnait même pas, je dirais, l'environnement. Les entreprises se sont retrouvées brutalement démunies parce que certaines chaînes, je dirais, de fournisseurs étaient totalement arrêtées dans le monde. On a plein d'exemples de cela, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le dernier en date, qui est une conséquence de la pandémie en particulier, c'est la pénurie de semi-conducteurs dans le monde qui aujourd'hui arrête de nombreuses usines dans le monde automobile après avoir d'ailleurs gêné d'autres secteurs.
Et donc, cette dépendance incroyable a fait prendre conscience, je crois, et en particulier à l'Europe et aux autorités européennes, qu'il était nécessaire maintenant d'y mettre un terme, en tous les cas de changer et de réorienter les flux d'investissement pour permettre, au contraire, une localisation, si j'allais dire, d'un certain nombre d'éléments, de facteurs de production essentiels. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est l'aspect global. Puis après, il y a l'aspect micro, c'est-à-dire qui touche plus les entreprises. Et là, je voudrais dire qu'il y a deux aspects. La première, c'est qu'il y a une question de volonté, et notamment en particulier de volonté des dirigeants, de faire en sorte que l'industrie, puisque je parle d'industrie, pardonnez-moi, reste vivace dans nos pays d'Europe et en particulier en France. Je me suis donné beaucoup de mal, je vous assure, je n'en tire aucune espèce de vanité, mais pour faire en sorte que beaucoup d'industries et beaucoup d'usines françaises restent vivantes. Je l'ai fait quand j'étais président de Michelin et je vous assure que de ce point de vue-là, j'ai eu quelques joies et je continue à le faire comme président du conseil de Renault parce qu'avec le directeur général actuel, nous réorientons la production du groupe en France pour lui donner beaucoup plus d'ampleur, de substance. Tous les projets que nous avons dans le Nord, je ne voudrais pas rentrer dans le détail, pour créer le plus grand centre de construction de véhicules électriques en Europe, le projet que nous avons officiellement annoncé récemment à Flins, qui était une usine qui devait fermer, me disait-on quand je suis arrivé dans le groupe. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Eh bien, j'ai décidé que finalement on allait faire autrement et avec Loi Dimeo, nous avons annoncé que nous allions faire de Flins probablement l'usine modèle d'économie circulaire en Europe. Je ne sais pas ce que vous voyez ce que ça veut dire et le projet est parti. C'est quelque chose d'enthousiasmant qui est absolument formidable. Eh bien, Flins va être sauvé. Voyez-vous, nous avons là-dessus des idées très fortes et puis donc c'est une question de volonté aussi, ça c'est sûr. L'autre aspect qui est aussi positif, c'est une question d'opportunité. Parce que voyez-vous, je vais vous donner un exemple tout simple, la révolution digitale a quelques défauts, elle pose parfois des problèmes sociaux importants, etc., mais elle apporte aussi des opportunités. Lorsque nous avons créé à Clermont-Ferrand une petite usine de fabrication d'imprimantes 3D métal avec FIV et Michelin, nous avons créé des emplois. Clermont-Ferrand, tenez-vous bien, sur une technologie qui est une des plus modernes et qui sera probablement une des plus révolutionnaires dans le monde de l'industrie future. On n'avait pas besoin d'aller ailleurs pour le faire. On l'a fait à Clermont-Ferrand. Voyez-vous ? Eh bien ça, c'est la démonstration que c'est possible. Et je pense que nous allons multiplier ce type d'exemples tout en étant appuyés par l'Europe qui, à juste titre, souhaite conserver sa souveraineté industrielle et sa souveraineté technologique. Il y a tellement d'exemples. L'hydrogène en est un autre. Et croyez-moi, là-dessus, si je puis dire, le sujet énergétique est majeur dans cette question d'indépendance. Voilà, ce que je vais vous dire là-dessus, c'est qu'il ne faut pas se désespérer. Il y a une question de volonté, mais il y a aussi de très belles opportunités. La transition énergétique, écologique va être probablement une des plus fortes pour nous aider à maintenir nos activités. Les deux sujets vont de pair. Et s'il faut conclure un mot, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais oui, nous avons maintenant une raison d'être chez Renault. Je pense que l'automobile est une des solutions aux problèmes que nous évoquons et non pas le problème. J'en suis fondamentalement convaincu. La mobilité est quelque chose qui doit en quelque sorte promouvoir la transition écologique et énergétique dont nous parlons. Et puis, allez, laissez-moi conclure sur la raison d'être de Renault qui a été officialisée la semaine dernière. Nous faisons battre le cœur de l'innovation parce que la mobilité doit nous rapprocher les uns des autres. Voilà, écoutez, c'est un joli thème et qui, je crois, va fédérer beaucoup de monde dans l'entreprise. Voilà, merci en tout cas, merci beaucoup. Merci Jean-Dominique Senard et Laurent Berger pour… Oui, sur l'économie sociale et solidaire, évidemment que c'est un modèle intéressant et qu'il faut promouvoir, développer, y compris en Europe. C'est pas le modèle unique. Moi, je me méfie énormément des effets de balancier. C'est un modèle très intéressant. En plus, l'économie sociale et solidaire est plutôt en phase de structuration d'organisation. Et donc, c'est pas rien, hein, c'est 10% des salariés français. Donc, c'est un vrai modèle. Et donc, mais elle a aussi, et donc il faut le promouvoir, mais pas dans une opposition à un autre type de modèle capitalistique, par exemple. Je crois que ce serait une vision un peu dogmatique de voir les choses. Mais de toute façon, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire ont aussi à s'interroger sur leurs raisons d'être, sur leur mission, sur leur dialogue social.
J'étais représentant des salariés d'une entreprise de l'économie sociale. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt dans l'économie sociale et solidaire, mais le dialogue social, ce n'est pas quelque chose qui est décrété par vertu, ça s'organise. Donc, je crois qu'il ne faut pas opposer les choses, mais oui, l'économie sociale et solidaire a une vraie place à avoir aujourd'hui dans notre système économique et un vrai intérêt qu'il faut pousser, et j'en suis un partisan. Moi, je finirais en disant, on a parlé beaucoup de la place des uns et des autres et des enjeux auxquels les entreprises doivent répondre dans cette période et les manières de le faire. L'Europe, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi une ambition démocratique quand même. Cette ambition démocratique, par le biais de beaucoup d'incertitudes liées aux transformations en cours et aux mutations en cours, les menaces, cette ambition démocratique par les inégalités, qui sont sociales, qui sont parfois territoriales à l'intérieur même de l'Europe, elle est menacée aussi. Et on a besoin de restaurer cet idéal démocratique au niveau européen. Je crois que c'est absolument nécessaire. C'est un peu l'ambition des travaux qui sont faits sur l'avenir de l'Europe, la conférence sur l'avenir de l'Europe. Dans la construction démocratique européenne, il y a un sujet sur notre modèle social et notre modèle économique dans cette économie sociale de marché. Et que là, on a le monde de l'entreprise, et je considère que les salariés, évidemment, en font partie, le monde de l'entreprise a participé à ça. Je ne crois pas que la question démocratique qui est posée au niveau national comme au niveau européen ne se résoudra si on n'est pas capable de faire rentrer davantage de démocratie, c'est peut-être un pavé dans la mare, mais au sein de l'entreprise. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Je crois que la place du travail aujourd'hui est telle dans nos sociétés, et je m'en réjouis, qu'on ne peut pas rester en dehors du mouvement. Le monde économique ne peut pas rester en dehors du mouvement. Et donc, comme il ne peut pas rester en dehors du mouvement de la transition écologique, il ne peut pas rester en dehors du mouvement de s'interroger sur son rôle, sur ce qu'il doit faire. Et c'est un peu, je crois que le chemin est le bon, celui qui est pris, pour reprendre cette expression. Le chemin est le bon, et maintenant, il faut avancer. Et c'est peut-être le moment qu'on sait moins le faire, en fait, qu'on sait moins faire, qu'on sait moins opérer. On est très dans le verbe dans nos sociétés au niveau européen. C'est un peu l'enjeu du sommet de Porto aujourd'hui, de passer du verbe de Göteborg aux actes de Porto. Et bien sûr, l'entreprise à mission, on a commencé les actes. Et donc, il faut aller beaucoup plus loin, je crois, sur ce chemin-là. Sinon, on va se faire rattraper par des forces beaucoup plus obscures. Merci beaucoup, Laurent Berger. Merci à vous, nos trois intervenants, nos trois discutants, et puis Mathieu Meunier et les questions du public. Cette table ronde est maintenant terminée.